Allô, bonjour à tous. Bonjour Anne, à distance depuis la côte est des États-Unis. Bienvenue au Théâtre Claude Lévi-Strauss pour cette nouvelle séance de l'Université populaire. Aujourd'hui, c'est le dernier volet de ce premier chapitre, on va dire, dans le cadre de ce cycle consacré à la transmission, le dernier volet consacré à l'école. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabien Truong, qui est donc sociologue et enseignant à l'Université de Paris 8 et qui va intervenir et réfléchir avec nous sur la manière de transmettre l'école en banlieue au sens large, enfin dans les quartiers difficiles. Vous avez une grande expérience en la matière. Moi, je suis Christine Drouin, directrice du développement culturel. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Anne et puis nous bouclerons l'intervention avec les questions au public. C'est à toi, Anne. Merci beaucoup. Bienvenue, Fabien, dans le cadre de ce séminaire. Et c'est vrai qu'on a une petite pensée pour Anne-Christine Taylor, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui sera là à la prochaine séance. Et nous avions d'entrée pensé à inviter Fabien dans ce cycle sur la transmission, et d'autant plus dans le chapitre dévolu à l'école, parce qu'il est l'auteur de nombreux livres sur l'école en banlieue, pour le dire de manière un petit peu générale. Il est sociologue, il est enseignant à l'Université Paris 8. Il a eu aussi une première carrière qui d'ailleurs se chevauche un peu, je crois, avec ses activités universitaires et académiques désormais dans le secondaire, notamment dans plusieurs lycées de la Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, à Saint-Denis, si je me rappelle bien. Il est aussi donc l'auteur de nombreuses publications, et c'est en fait plus par cet aspect-là que nous le connaissons, de nombreuses enquêtes. Et la question de la jeunesse, la question de la banlieue, aussi de son architecture, ce qui me rend tout à fait sympathique aussi, sur les grands ensembles, font l'objet de ces publications. Et juste pour faire écho à l'actualité, il est donc l'auteur d'un livre qui est apparu déjà il y a 6 ou 7 ans, si je me rappelle bien, Jeunesse française, que je montre ici dans sa réédition, donc qui est, je crois, tout à fait actuelle, qui vient de paraître à la découverte. Donc Jeunesse française, Bac+5 Made in banlieue, qui est sur les trajectoires en fin de compte de jeunes gens venant de la banlieue et la manière dont ils éprouvent, si on peut dire, l'enseignement supérieur. Et c'est vraiment des destins tout à fait intéressants, avec une dimension très réflexive sur ce qui leur arrive et ce qu'ils font et les choix qu'ils font. C'est tout à fait intéressant. Et puis une autre actualité, donc comme je le disais, il publie beaucoup Fabien, donc un récit littéraire peut-être personnel, mais aussi qui croise de nouveau des lycéens de Seine-Saint-Denis, si je me rappelle bien, et autour, on ne voit pas bien le... Ah, je vais enlever sinon on ne voit pas le titre, donc La taille des arbres, qui est donc un récit autour de voyages scolaires dont nous reparlerons peut-être au cours en tout cas nous l'entendrons parler au cours de l'exposé, et autour de 2 voyages scolaires qu'il a fait, donc avec des lycéens de Saint-Denis, d'abord en Nouvelle-Calédonie, si je ne me trompe pas, et ensuite au Vietnam. Et c'est un petit peu finalement de cette manière qu'il a choisi d'intervenir aujourd'hui. Et je pense qu'il nous présentera, enfin je suis presque sûre même, donc ces voyages scolaires. Il a intitulé donc la séance « Voyage scolaire, variation autour de l'école en banlieue ». Je lui passe tout de suite, avec le plus grand plaisir, la parole. Merci Anne pour cette... vous m'entendez bien ? Oui. Pour cette présentation très complète. Et je suis très content, moi aussi, d'être parmi vous aujourd'hui, dans ce lieu qui est enfin, on en reparlera peut-être quand on parlera des questions coloniales, etc., qui est important. Et puis je vais essayer de jouer le jeu de l'invitation, puisque on est sur la question de la transmission, et donc vous questionnez pendant tout ce cycle la transmission à la fois comme geste et comme mouvement, et donc je vais essayer de répondre à ce mot transmission en balayant un petit peu autour de mes différents travaux qui ont été présentés par Anne, et ce sera surtout une invitation à échanger par la suite. Alors,
Quand on réfléchit un petit peu, ou même sans réfléchir, quand on pense au mot transmission, c'est un mot qui d'emblée semble assez ambivalent. Et j'imagine que ça a dû apparaître en fait au sein des différentes conférences que vous avez eues jusqu'à présent. Parce que quand on pense à la transmission, on pense au passage, c'est la question de la passation, faire passer quelque chose, et avec une forme de tension entre à la fois une forme de mécanisme de reproduction, hein, transmettre, c'est d'une certaine manière essayer de faire que le même continue à exister, et en même temps, justement, transmission n'est pas reproduction. Il y a quelque chose aussi d'assez ouvert dans ce terme-là, avec l'idée que quand on transmet, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la différence ou de la réappropriation. Et donc, dans ce geste de la transmission, on a un petit peu ces deux mouvements, hein, vers le même, vers le différent. Et quand on parle de l'école, justement, l'école, elle est au cœur, d'une certaine manière, de cette forme d'ambivalence entre le même ou les différents, la reproduction, la transformation, on peut mettre différents mots là-dessus. Surtout quand on pense à l'histoire en fait de l'école française et de l'école républicaine, puisque c'est difficile de dire ça en 2 minutes, mais c'est vrai que dans l'histoire de l'école républicaine, il y a cette idée quand même d'une extraction, hein, c'est-à-dire que l'école est censée extraire les individus de leur milieu social, familial, et avec cette tension à la fois sur reproduction-transformation, reproduction au sens où l'école républicaine est censée inculquer un certain nombre de principes, de normes, de valeurs. Là, on serait un petit peu sur la question des normes et des valeurs républicaines, mais aussi des connaissances, hein, la question des Lumières, et en même temps avec cette idée aussi que cette forme de reproduction du programme, entre guillemets, doit servir l'émancipation à la fois individuelle mais aussi sociale. Hein. L'école est au cœur de notre matrice républicaine, l'idée d'égalité des chances, de mobilité sociale, etc. Et avec, évidemment, je ne vais pas en reparler, toutes ces contradictions qui sont qu'on sait aussi à quel point l'école est vecteur, ou en vectrice, pardon, d'inégalité, et qu'il y a aussi des phénomènes de reproduction très très forts, et qui plus est quand on parle de l'école en banlieue. Donc, autour de cette tension, on va essayer de voyager, hein, d'où le titre Voyage scolaire, sur qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui se passe aussi. Et l'idée du voyage m'est un petit peu venue parce que justement derrière cette idée de transmission et dans cette tension entre reproduction-transformation, il y a l'idée du déplacement en fait, d'une certaine manière. Et qui dit déplacement dit aussi temporalité, hein, mais aussi géographie, aussi rapport aux autres. Et donc l'idée, c'est de réfléchir un petit peu autour de cette notion de déplacement, de mouvement, de temporalité, de frottement aussi, derrière cette idée du geste, de la transmission. Et donc, le voyage, c'est un petit peu la métaphore, en fait, d'une certaine manière, de tous ces déplacements. Et l'idée aussi, alors c'est lié aussi à mon approche, vous l'avez sans doute compris, qui est une approche sociologique, mais aussi en fait ethnographique, hein, l'ethnographie étant une technique commune à différentes disciplines. Et quand on fait de l'ethnographie, alors pour le dire très très simplement, c'est l'idée de passer du temps suffisamment long avec un certain nombre de personnes et dans un certain lieu pour essayer d'en comprendre la logique et de voir ce qui les traverse. Et quand on questionne la question de la transmission et du déplacement d'un point de vue ethnographique, on s'intéresse à une foule de petits déplacements. Et quand je dis petits déplacements, c'est vraiment le cœur de la technique ethnographique, c'est regarder les petites choses en pensant que le diable est peut-être dans les détails. Donc ce sera un petit peu mon approche. Alors, premier point, la présentation de Anne était assez complète, mais je vais juste un petit peu préciser quelques points pour vous dire d'où je parle. Surtout que c'est quand même très important sur les sujets dont on va parler aujourd'hui, parce que ce sont des sujets excessivement parlés, hein, que l'on parle de la banlieue ou les banlieues,
l'école, la jeunesse. Bon, ce sont vraiment tout le monde a une idée sur ces questions-là, un ressenti. Ce sont des sujets aussi qui sont hyper politisés. Je vous apprends rien en disant tout ça. Donc, la question, et c'est un réflexe de sociologue aussi sans doute, mais c'est de vous dire aussi d'où je parle par rapport à ces questions-là. Alors, comme l'a dit Anne, avant d'être sociologue et avant de passer à l'enquête, puisqu'on parle de passage, j'ai été enseignant moi-même. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé, et c'est à travers une expérience de prof. Donc j'étais prof de sciences économiques et sociales pendant 6 ans dans plusieurs lycées en Seine-Saint-Denis. Donc je bougeais chaque année entre différents lycées. Ma première expérience du terrain, entre guillemets, c'était une expérience pédagogique, la salle de classe, les élèves. Et en fait, mais ça je le reconstruis aujourd'hui, je n'étais pas tout à fait conscient de ça à l'époque, c'est en étant insatisfait d'un certain nombre de choses dans mon travail dans la salle de classe, que je suis passé à l'enquête d'une certaine manière. C'est-à-dire passer à l'enquête, pour moi, c'était une manière de mieux comprendre ce qui se jouait dans la salle de classe. Pourquoi ? Et on parle de temporalité, de déplacement. L'idée, c'était que j'avais vite la sensation que si je voulais mieux agir entre les murs, pour reprendre une expression qui est devenue célèbre, il fallait aussi comprendre ce qui se jouait hors les murs. Parce qu'il y a forcément des connexions, mais il y a aussi forcément des différences. Et du coup, passer à l'enquête et enquêter en gros sur mes élèves et mes anciens élèves, c'était aussi une façon de connecter les choses. Donc voilà, une partie de moi-même, il y a un enseignant, un prof, un ancien prof, je suis toujours enseignant, à l'université aussi, à l'université de Paris 8 à Saint-Denis, qui est une université aussi de banlieue, on pourrait dire même une fac de banlieue, parce que la fac et université, c'est pas exactement la même chose dans l'imaginaire, on pourra en reparler. Donc voilà, il y a un enseignant qui vous parle aussi. Mais il y a un sociologue aussi qui a fait des enquêtes ethnographiques, et sans rentrer dans le détail, mais juste pour vous voyez les différents terrains et qu'on puisse discuter, j'ai fait plusieurs types d'enquêtes. Des enquêtes qu'on pourrait qualifier de in tempo, c'est-à-dire l'idée des enquêtes longitudinales où je suis pendant un laps de temps assez important certaines personnes, et notamment le livre que vous a présenté Anne, Jeunesse française, ce sont des anciens élèves que j'ai connus donc dans la salle de classe en tant qu'enseignant, qui ont obtenu leur bac. Alors pour préciser, ils ont obtenu leur bac, mais obtenir le bac, c'était déjà beaucoup à leur échelle, c'est-à-dire que si vous prenez le panel de ces anciens élèves, seulement 20% de leurs parents avaient un niveau d'études bac ou équivalent bac, donc c'était déjà assez important comme déplacement d'obtenir les bacs, et je les ai suivis jusqu'à leur entrée dans leur vie active, donc un suivi sur 5 ou 6 ans, et puis là, lors de la réédition du Poche, je suis toujours en contact de toute façon avec ces anciens élèves, et maintenant ils sont plus que rentrés dans la vie active, ils sont installés, et du coup ça permet de voir des phénomènes dont on parle beaucoup, mais vous voyez à bas bruit, et ce bruit bas, il me semble tout à fait intéressant quand on s'intéresse à des phénomènes, à des processus sociaux qui, en fait, par définition, sont des phénomènes qui comment dire, demandent du temps, en fait, et qui se déploient sur un temps assez long. Pour le dire très très vite, en parlant de différents objets que j'ai traités dans mes enquêtes longitudinales, est très différent, que ce soit, je ne sais pas, la mobilité sociale, que ce soit la mobilité scolaire, que ce soit la délinquance juvénile, le rapport à la religiosité. En fait, regardez les choses sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, vous voyez des choses extrêmement différentes. Et ça me paraît tout à fait précieux, surtout qu'on est dans un temps où, voilà, qui accélère le présent, voilà, ce fameux présentisme qui nous ronge aussi. Et donc, du coup,
cette focale-là me paraît importante. Ça, c'est un premier point. Alors après, j'ai mené d'autres enquêtes plus in vivo, on va dire, c'est-à-dire où je reste dans un endroit, alors rester en revenant, en repartant, etc. Et sur des périodes plus resserrées. Alors, plus resserrées, c'est quand même des périodes longues, hein, c'est des périodes de 5 ou 6 ans, mais c'est pas tout à fait pareil de rentrer sur un terrain par les personnes et de les suivre dans le temps et de rentrer sur un terrain par un lieu et d'essayer d'avoir une base dans un lieu. Et ça, c'est plutôt des enquêtes qui ont lieu dans l'Essonne. Et puis, alors je ne sais pas si c'est une enquête, et je ne suis pas sûr que ce soit une enquête parce que j'ai dû passer par la littérature pour traiter ce terrain-là, mais il y a aussi le voyage dont je vous parlerai, enfin les 2 voyages où on est parti. Donc j'ai accompagné 2 classes de Saint-Denis en Nouvelle-Calédonie et au Vietnam, et avec une dimension très personnelle au Vietnam, puisque bon, si vous voyez mon patronyme, vous pouvez imaginer qu'il y a un lien personnel très fort avec ce pays. Donc il y avait aussi une question très personnelle et très intime, et c'est probablement aussi pour ça que j'ai dû passer par la littérature pour ce texte-là, mais on pourra en reparler. Mais voilà, c'est aussi une expérience de transmission et de déplacement très très forte. Alors pour le coup très intense, hein, partir à l'autre bout du monde, et puis c'est très très loin. Hein, la Nouvelle-Calédonie, il n'y a peut-être pas plus loin par rapport à l'Hexagone, et le Vietnam aussi, c'est loin en tout cas par rapport à Saint-Denis, et partir très loin, mais pendant un laps, un temps beaucoup plus resserré, ça provoque aussi des émotions assez fortes, des déplacements assez forts, mais vous voyez là qui sont pour le coup beaucoup moins longitudinaux. Et puis aussi je travaille avec la caméra, j'ai co-réalisé un film avec un cinéaste qui s'appelle Mathieu Vadepied, qui s'appelle Les Défricheurs. On travaille aussi sur un autre film, et travailler aussi de manière documentaire dans le temps long avec la caméra, ça permet aussi de déplacer, de capter d'autres choses. Et pour cette conférence-là, j'ai opté pour voilà, vous passer quelques extraits de travail en cours du film qui s'appelle Les Défricheurs, qui était sorti en 2019, un petit peu pour incarner aussi les choses. Ça me paraissait bien. Voilà. Alors, voilà, c'était un peu long d'où je parle, mais je pense que c'est important, surtout pour ensuite pouvoir engager le dialogue. Alors, je voudrais commencer sur un premier point. Quand on parle école, transmission, banlieue, il y a cette première image qui nous vient, en tout cas cette idée et je sais que c'est au cœur aussi du cycle que vous initiez sur la difficulté de la transmission. Je sais que vous avez beaucoup discuté sur voilà, pourquoi parler de la transmission, parce qu'on a le sentiment qu'il y a une difficulté à transmettre, parce que l'époque dans laquelle on vit, parce que l'individualisme, parce que le présentisme, parce que tout un tas de choses. Donc on peut avoir ce sentiment-là. Et évidemment, quand on parle aussi de la question de l'école en banlieue, il y a beaucoup les questions autour de la violence scolaire, de la défiance vis-à-vis de l'institution qui émerge en tout cas très fortement dans les médias. Cette idée des territoires perdus, par exemple. Et donc j'aimerais un petit peu revenir dessus. Pour comment dire, peut-être remettre en perspective cette idée du déficit de transmission et qu'est-ce qu'on peut comprendre et entendre par cette défiance. Alors pour être très très clair aussi, qui existe, là je ne suis pas du tout en train de dire ça n'existe pas, mais je pense que c'est très souvent mal pensé. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors bon, déjà, je pense qu'il faut quand même le redire, parce qu'on est abreuvé d'images médiatiques sur ces questions-là, c'est difficile de faire sans. On parle beaucoup aussi des territoires perdus, mais il y a beaucoup de profs et d'enseignants qui vont vous parler plutôt des territoires vivants. Et si ça vous intéresse, je vous recommande un livre qui s'appelle Les territoires vivants de la République, écrit par un collectif d'enseignement qui raconte comment, en fait, au ras du sol, on arrive à enseigner tout un tas de sujets ou d'objets qui peuvent paraître difficiles et qu'on peut le faire, en fait, très loin des caméras et que ça se fait aussi et que le quotidien de l'enseignement dans les quartiers populaires, c'est ça aussi. Donc ça, c'est une première chose. Après, sur la question de la défiance qui peut exister et de la violence qui peut exister entre... alors,
il faudrait aussi parler de la violence entre les élèves. Là, je ne vais pas en parler, mais on est sur la transmission, notamment entre les élèves et les enseignants. Très souvent, on a cette idée, cette image de l'idée qu'il y a, voilà, qu'il y a une forme de culture anti-école, une forme de contre-monde, et que la banlieue ou les jeunes de banlieue seraient contre l'école et avec une dimension un petit peu culturaliste. Et cette idée de la culture anti-école ou de des contre-territoires, il faut qu'on le revisite un petit peu. Pourquoi ? Parce que, en fait, je pense que cette idée de la culture anti-école, et qu'il y aurait une contre-culture en banlieue, elle provient très fortement d'une méconnaissance de ces lieux et d'un anachronisme. En fait, si on prend la notion de culture anti-école, c'est une notion qui a été développée par un ethnographe anglais qui s'appelle Willis, qui a écrit un livre sur l'école en Angleterre dans les années 70. Et il explique comment les enfants d'ouvriers, notamment en Angleterre dans les années 70, eh bien, développent au contact de l'institution scolaire une culture anti-école qui passe par la défiance, la violence, le fait de saboter le cours, d'être défiant et violent vis-à-vis des enseignants. En fait, ce qu'il montre, et j'accélère un petit peu, mais c'est important de revenir là-dessus, parce que cette notion a connu un certain succès, et on est toujours un petit peu dessus, il montre que derrière toute cette défiance et cette violence, en fait, c'est une façon pour les enfants d'ouvriers de trouver leur place. Pourquoi c'est une façon de trouver leur place ? Dans ces années 60-70, en fait, ces enfants d'ouvriers sont déjà convaincus et persuadés qu'ils seront ouvriers. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un moment de l'histoire où, en termes de conscience collective, en termes de rapport à l'avenir, il y a une fierté aussi à être ouvrier, à s'intégrer très très tôt dans l'idée qu'on va devenir ouvrier. Par exemple, Willis montre très bien comment toutes les crasses que font ces jeunes, on raconte ces crasses, alors notamment les garçons et leurs pères, on raconte, et que c'est une façon déjà de trouver sa place. Donc s'opposer à l'école, c'est déjà une façon d'être dans une forme de projection vis-à-vis de l'avenir. Et donc, refuser d'une certaine manière la transmission que pourrait offrir l'école, c'est déjà, en fait, avoir une place et se projeter dans un avenir et s'y projeter de manière, heureuse, j'aurais envie de mettre des guillemets, c'est pas forcément le mot, mais c'est vraiment l'idée de trouver une place. C'est pas du tout ce qui se joue aujourd'hui dans les actes de défiance et de violence qui peuvent exister à l'école. On n'est pas du tout dans quelque chose de projectif, dans une culture anti-école. On est plutôt dans ce que moi je préfère appeler ça l'amour est conduit. Et c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée, et donc l'amour est conduit peut être très violent. Je suis pas du tout en train de faire du relativisme sur les actes de défiance qui peuvent exister, mais on est vers autre chose. Pourquoi on est dans l'amour est conduit ? C'est-à-dire, l'amour est conduit, c'est l'idée qu'en fait, l'école, ça compte, et ça compte excessivement, mais quand on n'a pas les armes, quand on n'a pas sa place, et quand on sait déjà, pour tout un tas de raisons, que ça ne va pas marcher, eh bien, on attaque, en fait, à la hauteur de ce que, de ce qu'on imaginait, de ce qu'on projetait sur l'école. Alors, tout ça, c'est le sociologue qui dit ça. Tout ça, c'est aussi assez souvent inconscient. Mais j'aimerais un petit peu vous prouver, enfin, c'est difficile en 5 minutes, mais pourquoi le schéma de l'amour est conduit me paraît plus juste. Il me paraît plus juste parce que déjà, l'idée de trouver sa place à terme, et je dis à terme, c'est-à-dire qu'en fait, les garçons, notamment, via des actes de violence et de défiance, peuvent trouver temporairement, mais c'est très temporaire, une place dans le sein de la classe parce qu'on monte les muscles, etc., ce genre de choses. Mais en fait, ça, c'est très, très rapide. Il n'y a pas du tout de projection. L'idée qu'il y ait du salut hors de l'école, ça n'existe absolument plus. La classe ouvrière, alors, elle a explosé. Alors, non pas que la condition ouvrière a explosé, mais
dire, la fierté de se projeter dans la classe ouvrière, elle n'existe pas du tout en banlieue et pas du tout dans les trajectoires d'immigration. Il faut bien revisiter toute la sociologie de l'immigration. Abdelmalek Sayad, par exemple, qui est un grand sociologue de l'immigration, l'expliquait très très bien, dès les années 80, comment en fait les enfants d'immigrés, d'ouvriers, en fait le mandat qui leur est qui pèse sur leurs épaules d'une certaine manière, c'est de réussir à travers l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment très très fort. Et du coup, vous voyez qu'on est à l'extrême opposé de l'Angleterre des années 60, telle que l'analyse Willis, parce qu'en fait, le message, c'est « ne sois pas ce que je suis ». C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucune fierté à vouloir être ouvrier, à occuper les métiers avilissants en fait, qu'ont occupé les parents. Et ce qui donne sens à la trajectoire d'émigration-immigration, ce qui donne sens à la souffrance aussi vécue par les parents et qui sont des souffrances souvent indicibles, c'est l'idée que l'école va transformer la destinée familiale. Et il y a ça qui pèse très très fort sur les familles, mais évidemment tout ça est très implicite et fait de non-dits. Pourquoi? Parce que les familles n'ont pas le capital non plus pour pouvoir aider à cette transformation. Et Sayad le montre très très bien dès les années 80. Et il montre, je n'ai pas le temps de développer, pourquoi aussi très souvent dans ces familles-là, quand ça ne marche pas et quand il y a une opposition forte, l'école est accusée de racisme en fait, parce que derrière l'anathème du racisme, c'est en fait toute cette histoire dynastique et familiale, etc., qui est revisitée, et les impossibilités en fait qui émergent. Pourquoi aussi hors de l'école, point de salut? Parce qu'il y a une réalité objective, alors qui est d'ailleurs très française. Il faut savoir qu'il y a plein d'enquêtes sociologiques qui le montrent, que la France, c'est le pays où l'emprise du diplôme est la plus forte dans la position sociale finale des individus. C'est très très net quand on compare les pays de l'OCDE notamment, et si on comparait l'Angleterre, je parlais de l'Angleterre tout à l'heure, qui est une société très inégale aussi, mais l'emprise du diplôme est beaucoup moins forte, et les statistiques sont très claires, et les individus le savent. Et les enfants de classe populaire le savent encore sans doute plus que les autres, que le diplôme, pour reprendre l'expression d'un sociologue qui s'appelle Tristan Poulawek, c'est l'arme des faibles. Et donc cette idée de l'importance du diplôme est extrêmement forte. Et je m'aperçois que je suis un peu plus long que ce que je pensais sur cette question, mais j'essaye d'être clair. Je vais passer, mais j'insiste, je ne pars pas hors sol en fait. Ce qui m'a permis vraiment aussi de réfléchir à cette idée d'amour et conduit, c'est vraiment en travaillant avec des jeunes qui ont été très violents à l'école, qui ont quitté l'école à 16 ans, et en travaillant dans le temps avec eux. Et on pourra en discuter, mais c'est notamment en voyant comment ils grandissent et comment en fait ils se comportent vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de leurs propres enfants, quand ils deviennent père et mère, qu'on voit à quel point en fait l'école a finalement toujours compté. Voilà. Alors, du coup, je me laisse emballer par le temps. Je vais être plus vite. Je vais aller plus rapidement et on pourra discuter. Un deuxième point sur lequel je voulais insister, sur l'idée de transmission et ce qui peut se jouer à l'école, c'est la question de sortir de soi. Et alors là, je fais une petite pause logistique. Comme je vois que j'ai passé un peu plus de temps et je voudrais vraiment qu'on puisse échanger, ce que je vous propose de faire, j'avais prévu de passer quelques extraits de vidéo au fur et à mesure. Je vais aller un peu plus vite. Je vais aller en mode un petit peu bullet point, comme on dirait aux États-Unis, sans trop rentrer peut-être dans le cœur des choses. Et après, on va enchaîner peut-être les vidéos. Comme ça, on aura un peu de chair. Et puis après, peut-être on passera, à la discussion. Alors, un deuxième point, ce qui se joue et peut se jouer dans la transmission à l'école, c'est vraiment l'idée de sortir de soi. Et sortir de soi, encore une fois, pour ces jeunes des quartiers populaires, c'est pas une petite question. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps sur la question de la médiatisation. Il faut vraiment comprendre que ce sont des jeunes qui ont appris à grandir et qui ont été obligés de grandir avec l'idée qu'ils sont un problème.
Et ça, en termes de construction de soi, de rapport à soi, dans l'adolescence, c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est-à-dire se savoir l'objet d'un discours politique, politisé, à longueur de journée. Hein, ces jeunes, ils écoutent la radio, ils ouvrent la chaîne continue d'information. Depuis une quinzaine d'années, c'est extrêmement présent. Eh bien, voilà, j'ai pas vraiment le temps de développer, mais dans la relation pédagogique, c'est extrêmement important, d'autant plus quand le mode de la relation pédagogique, c'est de faire face la plupart du temps à des enseignants qui ne viennent pas de banlieue, entre guillemets, ou de quartiers populaires. Donc sur la question du déplacement, tout ça joue très fortement, et on pourra le voir dans le rapport au savoir, dans le rapport aux connaissances. Là, je n'ai pas le temps, j'ai prévu de rentrer un peu dans la cuisine, un peu pédagogique, mais on pourra en discuter. C'est quelque chose qui est essentiel, cette idée de transmettre en permettant la sortie de soi. Bon, c'est très général, mais on pourra prendre des exemples. Je peux peut-être juste prendre un exemple, parce qu'il est un peu spectaculaire. On a parlé de ces voyages scolaires, de ces voyages, comment dire, très très loin. Là aussi, justement, alors c'était presque, comment dire, trop gros et trop beau, mais ça permet de bien voir les choses. C'est-à-dire que, pour aller un petit peu vite, donc de classe de Saint-Denis, on part en Nouvelle-Calédonie, au Vietnam, et puis on ne part pas n'importe où. En Nouvelle-Calédonie, on va vivre la plupart du temps dans 2 tribus où il s'est passé, bon, je ne fais pas l'histoire calédonienne, mais il s'est passé beaucoup de choses, mais on va aussi confronter les points de vue, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas que les Kanaks, il y a aussi les Caldoches. Voilà, c'est un composite assez complexe, j'aurais envie de dire. Même chose au Vietnam. Et quand on est parti, entre guillemets, il y avait dans l'avion un vent de nous sommes des enfants de pays colonisés, donc la plupart des jeunes avec qui je suis parti, alors c'est intéressant de croiser ces histoires, parce que c'est 2 histoires très différentes, parce que c'était la plupart de ces jeunes, les parents venaient de pays africains, Maghreb, ou alors il y avait beaucoup s'il y avait le Mali, Sénégal, etc., mais aller au Vietnam, aller en Nouvelle-Calédonie, c'était un autre déplacement, c'était aller à la rencontre d'une autre histoire coloniale, mais il y avait un peu ce vent de, voilà, nous sommes des dominés de l'histoire coloniale et nous allons rencontrer d'autres dominés de l'histoire coloniale. Ça, c'était un petit peu dans les esprits, dans les imaginaires. Et très, très vite, et vous voyez, c'est la question du déplacement, ça s'est effondré, mais dès lors que nous, alors je dis nous, je devrais peut-être pas dire nous, parce que ça s'est passé différemment pour moi, au Vietnam notamment, mais dès lors que tous ces jeunes ont mis le pied, déjà le pied dans la jungle, parce que passer du béton à la nature, c'était un premier choc. Et là, très clairement, nous n'étions pas chez nous, pour le dire très simplement, mais aussi le rapport physique à la terre, à l'atmosphère, à l'air, et puis la façon dont les jeunes étaient perçus. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie comme au Vietnam, nous représentions la France. Et ces jeunes représentaient en permanence la France. C'est-à-dire que c'était la France en délégation. Alors, quand je dis la France en Nouvelle-Calédonie, je sais que j'ouvre un nœud puisque voilà, la Nouvelle-Calédonie est française, et ça c'était très très net et très très vite, et tout de suite ils étaient français. Mais vous voyez bien qu'on est dans la question du regard qui est porté sur eux, parce qu'ils étaient perçus, vus comme français. Et du coup, cet imaginaire a vite explosé, et on voit qu'on est comme ça dans le contexte, dans la nuance, et ce désir de représenter la France pouvait aller très très loin. J'en parlerai un tout petit moment, mais ça a pu aller loin, au sens où, notamment au Vietnam, il y a eu un match de foot entre la France et le Vietnam, c'est-à-dire les jeunes de Saint-Denis et puis les jeunes d'un village qui s'appelle Vinh Châu qui nous a accueillis. Et ça ne s'est pas forcément très bien passé sur le terrain, parce que justement la France a la volonté de vouloir gagner pour la nation. Mais on pourra en reparler. Sur l'idée du déplacement, il y a aussi l'idée de la transmission, c'est sortir du lieu et sortir de la banlieue, entre guillemets, via l'école. Alors,
ces voyages le démontrent de manière éclatante et quasiment spectaculaire. Mais, et là, je voudrais revenir sur un petit point aussi, parce qu'il faut toujours historiciser les choses. Cette idée de sortir via l'école de son milieu social, j'aurais envie de dire tout autant que de son environnement physique et géographique, c'est quelque chose d'important et quelque chose qui est assez paradoxal. Pourquoi c'est assez paradoxal aujourd'hui? C'est que nous n'avons jamais eu autant, au jour d'aujourd'hui, d'enfants de classe populaire scolarisés aussi longtemps. C'est-à-dire que depuis les années 90, on a eu un mouvement très très fort, notamment dans l'enseignement supérieur, de ce qu'on a appelé à l'époque les nouveaux étudiants, c'est-à-dire ces étudiants de classe populaire qui ont une expérience universitaire prolongée et qu'on continue, on est en 2020, qu'on continue d'appeler encore parfois les nouveaux étudiants. Alors, ça pose question et ça en dit très très long à mon avis sur la question de l'accueil, on pourra en parler. Mais voilà, d'un point de vue, je veux dire, du rapport entre voilà, les classes populaires et l'école, l'école accueille de plus en plus et de plus en plus longtemps des enfants issus de milieux populaires et qui sont peu dotés en termes de capitaux économiques, sociaux, culturels, etc. Ça, c'est très massif. Et en même temps, il y a un deuxième phénomène qui est assez paradoxal, qui est lié, alors c'est lié à voilà, l'histoire des inégalités, l'histoire de la ségrégation urbaine, enfin voilà, l'histoire urbaine. Ça, en fait, ça n'a rien à voir avec l'école. Hein. L'école n'est que le reflet de cette histoire. Il y a un autre mouvement qui est paradoxal, qui est que très souvent, et c'était le cas hein, dans la mythologie de l'école républicaine, dans la Troisième République, l'idée de l'école comme endroit où il y a un brassage social. Et en fait, si on regarde l'histoire sociologique de la population des élèves et des étudiants à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui, ben on voit que ce brassage, il est de moins en moins, comment dire, fort. Et ça, c'est lié en fait à la ségrégation sociale, la ségrégation urbaine. Et en gros, quand un jeune de milieu populaire va à l'école, eh bien, il rentre en contact avec l'altérité sociale de plus en plus tardivement. Vous regardez la littérature sociologique des années 90, dans les années 90, le lycée, c'était le creuset de rencontres sociales. C'était le moment où les enfants de bourgeois, pour aller vite, rencontraient des enfants de milieu populaire. Parce que c'est ce qui se passait au lycée. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Cette prime expérience de l'altérité sociale, et des deux côtés hein, des barrières sociales, elle se joue désormais à la fac. Et quand je dis à la fac, je pèse mes mots, j'ai dit à la fac. Je n'ai pas dit à l'université, je n'ai pas dit dans les grandes écoles, je n'ai pas dit dans les classes préparatoires. C'est-à-dire que plus le système s'est aussi massifié, plus il s'est d'une certaine manière fragmenté. Et donc, ça a des conséquences dans le geste de la transmission et franchement, des deux côtés, en fait, hein, des barrières sociales. C'est exactement la même chose du côté des enfants issus de classes plus favorisées. On ne peut pas ne pas, comment dire, imaginer la conséquence, en fait, que cette confrontation à l'altérité sociale hyper tardive a dans les représentations, dans les mentalités, etc. Et personnellement, je suis aussi assez convaincu que, comment dire, les représentations hyper négatives qu'on a des classes populaires et de la banlieue, pour le dire assez vite, dans les médias, si on regarde la socialisation des gens qui parlent, des gens qui écrivent, des gens qui sont dans les médias, on voit aussi qu'ils parlent beaucoup de personnes qui n'ont très souvent pas fréquenté et qui ne peuvent plus, d'une certaine manière, aujourd'hui fréquenter sur les bancs de l'école. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qui fait qu'il y a un déplacement de plus en plus tardif, et on verra dans les extraits qu'on voit tout à l'heure, qui peut être assez violent, parce que c'est-à-dire que c'est un principe basique d'éducation. Mais je veux dire, plus vous êtes confronté tardivement à la différence, plus voilà, vous avez des stéréotypes qui sont fortement engrainés, ce que les sociologues appellent parfois des typifications, c'est-à-dire des façons de se représenter le monde qui sont, voilà, parce qu'elles n'ont pas été, comment dire, remises en cause, parce qu'il n'y a pas eu assez de frottement, mais elles sont très très fortement, comment dire, présentes, et elles structurent les représentations très fortement. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde les enfants de milieux populaires et de banlieue qui font des études, qui réussissent, entre guillemets, dans leur carrière scolaire et universitaire, eh bien, l'expérience universitaire est souvent, comment
comment dire, vécu de manière très violente, parce qu'il y a cette violence sociale et symbolique qui est liée en fait à l'idée que au moment où on pense avoir réussi, et de fait on a d'une certaine manière réussi, parce que par rapport à ses camarades qui sont restés sur le carreau, eh bien c'est là où on vous renvoie encore à nouveau, j'aurais envie de dire, le quartier, la question de l'origine, la question du stigmate, la question des stéréotypes, et un moment où on croit s'en être débarrassé, entre guillemets. Et ça, on pourra le voir dans les extraits de films. Et puis, 2-3 mots, et après on passe aux extraits, on pourra ouvrir la discussion sur 2 autres éléments. La question de la temporalité de la transmission, en fait, et c'est très souvent, je crois, le drame de l'école et pour les enseignants, en fait, parce que quand on est enseignant, alors on est dans un temps qui est en fait d'une certaine manière long. Une année scolaire, c'est long, et à la fin de l'année scolaire, ça peut paraître parfois trop long, mais en fait, c'est très très court dans la vie d'un jeune et d'un adolescent. Et ce qui est souvent très difficile pour un enseignant, c'est que quand vous êtes enseignant, vous plantez des graines, et il faut admettre que vous ne les voyez pas pousser. Et ça, c'est dur, surtout quand on voit la fiche de paie des enseignants. On ne fait pas ce métier-là pour gagner de l'argent, on fait ce métier-là parce qu'on a envie de transmettre, justement, de donner, et le rendu, il arrive très souvent longtemps après. Cette question, la temporalité essentielle, je ne vais pas disserter trop longtemps dessus, je pense que vous le sentirez dans les images, mais il y a un élément aussi sur lequel je voudrais insister sur cette question de la temporalité, c'est aussi l'idée que il y a aussi une tension dans qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qui passe avec des jeunes de milieu populaire à l'école, qui est qu'il y a une double injonction qui est parfois compliquée, qui peut parfois produire des frictions aussi dans la salle de classe. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour un jeune de milieu populaire, faire des études, ça doit être rentable. Au sens où, je l'ai expliqué tout à l'heure, l'école, ça compte parce qu'on a ce mandat de mobilité sociale. Et donc, il y a l'idée, et c'est très paradoxal aussi, parce que ça doit être rentable, mais en fait, ces jeunes ne sont pas du tout en capacité de faire des calculs pour se placer scolairement, etc. Parce qu'ils sont très souvent, ils n'ont pas très souvent pas la bonne information, la bonne connaissance du système. Mais il y a vraiment cette idée que plus le temps passe, plus il faut aller vers des filières qui vont vous permettre, en fait, vous ne faites pas des études juste pour la joie de l'ajout intellectuelle. Et ça, c'est très très fort et très prégnant dans les premières années d'études supérieures. Pourquoi je dis ça? Parce que là aussi, il y a quelque chose qui est lié aux classes sociales. Ça, c'est vraiment lié à la position sociale. C'est-à-dire que pour des jeunes de milieux favorisés, et quand vous voyez aussi toute la littérature sur la sociologie des étudiants, justement, avant les années 80, etc., ou même si vous regardez les travaux de Bourdieu et Passon, qui ont théorisé la reproduction, etc., en fait, les étudiants qui les étudient, c'est des personnes qui viennent d'un milieu plutôt privilégié, où la question très simple de la subsistance matérielle ne se pose pas pendant les années d'études. Il y a quelque chose qui est très particulier dans leur rapport aux études, c'est un temps qui est un peu en apesanteur, où on est, entre guillemets, libre de se cultiver, de se former, de se transformer. Et il y a une beauté là-dedans. Je ne suis pas du tout en train de critiquer cet état quasiment asocial, mais qui a longtemps été très typique du statut sociologique d'étudiant, qui est absolument plus le cas, justement, quand vous êtes un nouvel étudiant. Et il faut quand même aussi rappeler que la réalité d'un grand nombre d'étudiants aujourd'hui, c'est d'être à la fois étudiant, mais de travailler, d'avoir un job. Et donc, il y a cet impératif de la rentabilité qui impacte très très fortement le geste de la transmission, je vais le dire simplement comme ça, mais aussi qui se retourne à travers le temps. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai observé, ce qui est toujours frappant à observer, c'est que plus le temps passe et plus on se rapproche de l'entrée sur le marché du travail, plus au fond, en fait, les jeunes de milieu populaire sont socialisés, en fait, à cet état d'apesanteur et à la question de l'intellectualité, l'idée de apprendre juste pour apprendre, pour le dire un peu vite. Et on voit très souvent qu'en fin de carrière scolaire, il y a un peu une tension où c'est le moment où ces jeunes sont le plus finalement dans une recherche d'intellectualité et de
de dépassement de votre propre position par justement le savoir, pour le dire un peu vite, mais que très souvent ça arrive presque trop tard par rapport aux impératifs précédents. Et ça, c'est une tension qui est assez aussi intéressante à travailler. Je m'arrête. On va voir une série de séquences vidéo qui vont me permettre un petit peu d'incarner différents éléments dont j'ai un petit peu parlé, qui sont issus pour trois séquences d'un film que j'ai co-réalisé avec Mathieu Vadepied qui s'appelle Les Défricheurs, qui est sorti en 2019. Et puis il y a une séquence qui est une séquence bonus, on va dire, enfin qui n'est pas dans le film, qu'on a monté, qu'on a un petit peu retiré du montage, mais qui raconte un petit peu des choses que j'avais envie de vous montrer et qui sont du travail en cours, mais sur lesquels on pourra rebondir. Voilà, je laisse la place à la caméra. Bien, juste une petite question, juste le temps à peu près des extraits que alors oui, ça fait à peu près un quart d'heure. Si c'est trop long, en fait, parfait, on peut. Ça va? Ouais. Sinon, non, je peux en enlever. Hein. Ça va? Non. D'accord. C'est parfait. Merci beaucoup. Non, c'est moi. C'est comment? Toi, voyant ta tête, tu as pris le sujet numéro 1. Bien sûr. En fait, sur le sujet, c'était facile de mentir, c'était le désir. Si on peut toujours savoir ce qu'on désire. C'est-à-dire, moi j'avais appris un peu le désir, tout ça, c'est-à-dire j'avais des citations, tout ça. Mais vas-y, je faisais que de mentir un peu, je sortais des exemples, des trucs comme ça. J'ai fait thèse, synthèse, antithèse, on dit oui, on sait toujours ce qu'on désire parce que on se connaît, donc on sait ce qu'il faut pour nous. Et en deux, j'ai dit quoi Et en deux, j'ai dit non, c'est pas parce que on subit le déterminisme de la société, donc j'ai dit ça. J'ai parlé j'ai dit Andy Warhol, société de surconsommation. J'ai dit quand les pubs ils nous font passer des objets, ils font tout pour qu'on en ait grave besoin. J'ai parlé de Karl Marx. Dans ma tête, c'était jamais je vais faire 4 pages, ça c'est impossible, je peux pas faire 4 pages sur de la philo, on te passe une phrase, tu dois faire tout ça. Et franchement, j'étais content de moi là. Je te jure, j'étais content de moi. J'ai fait 4 pages, j'étais grave heureux. Même si j'ai 4, c'est pas grave, j'ai fait 4 pages. Je vais donc en venir à l'évocation des acteurs. C'est le deuxième grand axe de mon intervention, des acteurs consacrés du droit international de l'environnement. Je vais m'intéresser essentiellement cette matinée à l'État en tant que tel, et puis il est issu d'une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1962. Ceux qui, à la fois, élaborent le droit international et qui se voient aussi appliquer ce même droit international. Et donc les sujets de droit, vous les connaissez, en tout cas ceux qui sont considérés comme tels de manière... Déjà en primaire, j'étais dans une école de juifs, la seule noire, donc voilà, c'est compliqué. Collège aussi, la moitié du collège. Après, je suis rentrée en Guadeloupe au lycée et du coup là, j'arrive en mode non mais tu sors d'où? On parle pas comme ça ici. Bah ouais. Tu sais, je sortais de mon petit collège, de mon petit lycée de Terne. Je parlais comme ça, le créole je le maîtrisais pas. Alors du coup là tu te sens vraiment discriminée alors que tu te dis que physiquement ils sont comme toi. Pour une fois que t'arrives dans un endroit où t'es pas un peu l'exclu du truc. Et en fait tu te forges toute seule et tu t'apprends en fait à avoir des objectifs et viser tes objectifs et ne pas t'occuper des gens autour. Parce que par exemple quand je suis arrivée à l'île mais si je devais péter des câbles j'aurais frappé tout le monde dans cette classe. Moi c'était un peu l'inverse justement parce que j'habitais à Sèvres. Je sais pas si c'est près de... c'est près de Paris. Et je faisais partie des aisés de ma classe et justement j'avais cette discrimination inverse quand mes parents me déposaient en voiture qui était pas forcément c'était une voiture de fonction donc relativement bien. Justement j'avais vraiment cette discrimination inverse, mais toi on t'écoute pas parce que voilà, etc. Puis bon finalement je sais pas si j'ai eu de la chance ou pas mais je suis vite passée au-delà de ça parce que j'aime bien me bagarrer, etc. Du coup finalement ça s'est bien passé. Mais de la chance. Et par contre, après, donc, j'ai déménagé à Versailles et j'ai pas du tout aimé... le cadre. Enfin, je suis athée en plus, du coup. Je suis arrivée à Versailles, fin de collège. En fait, je voulais retourner. C'est vrai. On est 4 noirs. Il y a Cher, Cassandra, Méline et moi. Tu te dis, bon,
Après, c'est peut-être moi, je suis folle, hein, mais moi, c'est comme ça que je pense, tu vois. Moi, je sors d'une classe où il y avait justement 2 blancs, tu vois. Il y avait genre 2 blancs, il y avait que des noirs, des arabes, bon, voilà. Tu arrives là, tu dis, bon, t'es dans le 17e, vous n'êtes pas très nombreux, les gens, ils se la racontent un peu, tu dis, bon, déjà là, déjà une couche. Franchement, j'essaie de m'ouvrir, mais quand il y a de l'arrogance, tu sais, moi, j'aime pas les gens, tu peux être... Par exemple, toi, tu gagnes bien ta vie, mais c'est pas, t'es en mode... entre guillemets, tes parents, par exemple, tes parents, ils sont plus ou moins... T'as quand même les moyens, tu vois. Mais t'es pas là en mode, non, mais de toute façon, moi, mon père et tout, moi, je viens de cette ville-là et tout. D'ailleurs, j'ai des avions, d'ailleurs, j'ai des voitures, d'ailleurs, nanani, d'ailleurs, nanana. Après, peut-être la façon dont j'ai été éduquée, j'en ai aucune idée. Après, peut-être la façon dont t'as été éduquée, ouais. Toi, j'ai pas du tout de problème, mais t'en as d'autres, ils sont peut-être aisés, mais je peux pas. Parce qu'il y a de l'orgueil, il y a de l'arrogance, tu te prends pour qui? En fait, on intériorise des petites remarques dans une semaine et à la fin de la semaine, on peut juste être fatigué en fait. Exactement. Et qu'on n'a rien envie d'entendre, rien envie de désagréable à entendre. Et les gens, ils comprennent pas. Ça peut être n'importe qui va venir me parler, qui va me faire une remarque. Ah oui, mais de toutes les manières, toi, t'es anti-S, c'est toujours lente. Ben, je vais lui sauter dessus. Exactement. Parce que je vais pas réfléchir. Ouais. Parce qu'il y aura toute une semaine où j'ai accumulé des remarques, des comportements immatures. Et donc, voilà. C'est ça en fait, donc on se met cette carapace pour pouvoir se contrôler nous-mêmes. Exactement. On a une espèce de self-control que les gens ils imaginent même pas en fait. On est dans des relations internationales, ça veut dire qu'on est destiné plus ou moins à travailler avec des personnes qui sont pas forcément comme nous. Déjà de 1. Et si déjà toi tu pars avec tu as un état d'esprit où t'es entre guillemets borné, où t'as tes préjugés par rapport aux autres, déjà si dans cette classe entre nous-mêmes, déjà entre nous, tu n'arrives pas à t'ouvrir à la discussion, ben tu crois qu'avec ton patron maintenant, ta patronne elle est noire, tu vas faire comment? Là il peut faire le malin, tu vois, mais ça se trouve quand il est en stage il s'écrase. Peut-être. Nous on a déjà un recul sur un certain nombre de choses et ça nous donne un avantage aussi pour la vie professionnelle. Exact. On s'en rend pas compte mais notre adaptabilité dans une entreprise, dans une institution, elle est différente d'eux. Exactement. Parce qu'ils savent pas demain que seront leur N+2, leur N+1. Moi mes parents ils m'ont pas éduqué avec des préjugés. Exactement. En fait c'est savoir où est notre niveau de tolérance. C'est ça. En fait, à cette période-là, et en conséquence de ce que je viens de vous dire, le traitement finalement qui est réservé aux cadavres après la mort est assez indifférent pour les religieux. Alors je dis que c'est paradoxal parce que nous on est plutôt dans l'idée de ce qu'on appellerait le respect dû aux morts, le respect dû aux cadavres, et plutôt dans l'idée que on va les faire exactement tout ce qu'on a. Alors que là, et ben justement, puisque ça ne change rien à la possibilité de la résurrection, après tout, on peut bien les traiter de différentes manières qu'on examinera la semaine prochaine. Pour l'instant, ça part mieux que la première année, je pense, pour moi, personnellement. Et comme on est conscient du truc, on essaye de se donner à fond. C'est stressant un petit peu quand même. Ouais. Franchement, on voit que là, dès le début, ça commence sec, plus que l'année dernière. Puis on commence à réfléchir à quelle école on va vouloir. Est-ce qu'on va s'inscrire à ce concours-là ou pas? Est-ce que ça va me pénaliser? Bon, déjà, je pense que personne ne veut s'inscrire à HEC, on est tous déjà... Ouais. Moi, je vais m'inscrire à HEC. Ah ouais? Pourquoi me restreindre? Tu fais une épreuve en plus? Peut-être que ce sera la bonne épreuve. Et il faut avoir aussi un côté réaliste. En fait, du truc, HEC, c'est la barre d'admissibilité, elle est à 14,1. 0,5. Ouais. Donc pour avoir HEC, franchement, dans la classe, personne n'est à 14,1, même 13, je pense, peut-être 12, c'est le max. Dans la classe, on pense peut-être ESCP, EDEC, ESSEC, autre chose, mais c'est vrai qu'HEC, ça reste très haut quand même. Moi, je trouve ça triste que parfois, il y ait des élèves qui, tu vois, par exemple, dans mon ancien lycée, les plus nuls de ma classe qui ont 1 en maths, en concours blanc, ils vont passer HEC. Parce que c'est une autre mentalité. Là-bas, c'est pas question je peux pas avoir HEC donc je passe pas. Il y a HEC qui existe, je suis un élève en prépa donc je passe. Et on verra bien ce qui va se passer. Il y a une grande différence de mentalité entre les gens de Janson de Sailly et nous. Déjà parce qu'il y a une différence du milieu social. Et faut l'admettre, dans ta classe, les gens qui sont dans ta classe habitent dans des quartiers
du 16e arrondissement. Non, ils viennent habitent dans les arrondissements de Paris. Non, donc ils ont une mentalité. C'est faux. En fait, ils étaient 3, je crois, qui venaient de Paris, même beaucoup moins. Les gens à Janson, s'ils visent HEC, c'est parce que leurs parents, ils leur disent que... Ma mère, elle sait pas ce que c'est HEC. Bah oui, bah t'y es plus. Non, mais faut arrêter avec Moi, je les connais aussi à Henri IV. T'inquiète pas, mais je n'étais pas tant de CE. Il n'y a pas majoritairement. Il y a pas. Tous les gens que je connais dans ma classe, non, parce que vous parlez de trucs que vous ne connaissez pas et vous êtes en train de dire que moi je dis n'importe quoi. L'année dernière, en début d'année, je suis allé avec Khalil, on est allé à Masterclass Prépa. Attends, écoute bien, on est allé à Masterclass Prépa. Je t'explique. C'est quoi Masterclass Prépa? Masterclass Prépa, en fait, c'est une institution qui aide les élèves en difficulté en mathématiques. C'est une entreprise. C'est une entreprise en mathématiques. C'est privé. Et nous, on est allé à la Réunion, et déjà qui est placé devant l'Arc de Triomphe. On rentre, et là-bas, alors là, on voit très très bien la hiérarchie. On était les deux seuls, je crois, les deux seuls mecs de quartier, enfin de banlieue si on peut dire ça, là-bas. On a vu des parents, la majorité des parents qui avaient fait des écoles de commerce comme l'ESSEC, HEC avec leurs enfants, ou le SCP, qui venaient avec leurs enfants prendre des renseignements. Et à la fin de la réunion, on s'aperçoit que l'année, elle coûte 9 000 euros. 10 000. Pour 9 800, 10 000 euros. Pour avoir des aides en maths, seulement le dimanche. 3 heures, 4 heures le dimanche. Et là, c'est là où on voit la différence entre nous et eux. Je dis pas que c'est... En fait, je pense qu'entre nous et eux, il y a un grand fossé. Et c'est pour ça qu'on doit faire encore plus d'efforts qu'eux. Mais ça sert à rien de rappeler le même discours victimisant à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un débat sur les prépas, les gens du 95 et les gens de Versailles. C'est une réalité. Oui, mais les gens qui sont... Mais j'ai pas dit le contraire, c'est pas peine de l'affirmer parce que je dis la même chose que toi. Mais au bout d'un moment, si tu restes dans ça, tu vas jamais ressortir, tu vas jamais pouvoir... Tu vas toujours rester sur des stops qui existent, mais que tu pourras pas surmonter si tu n'arrêtes pas de te les rappeler à chaque fois que tu fais quelque chose. En fait, dans ce débat, je suis plus de l'avis de Lisa parce que je trouve que malgré tout ce qu'on peut critiquer sur le système éducatif français, genre, les choses elles sont à leur place, même si ça fait mal de dire ça. Ceux qui sont à Janson, même s'ils ont eu de l'avance, il y a eu APB, ils ont eu des bonnes notes. J'en connais qui sont comme moi, qui viennent de mieux comme moi, ils sont quand même à Janson. Donc pour moi, tout ça, c'est des excuses. Même si ça fait mal de dire qu'ils sont partis avec de l'avance, mais ils sont au-dessus de nous. Mais moi, j'aurais pu aller à la chanson si j'aurais pu travailler. Mais je sais très bien que... Si j'avais... On coupe, on la recommence. C'est vrai, les signes n'aiment pas les pas à Janson, je crois. Bah là, en fait, les Janson... J'ai envie d'aller à l'internat, en fait. Parce que pour travailler, je pense que ce serait mieux à l'internat. Donc sur Paris, il y a l'internat de la réussite où je pourrais aller là-bas. Franchement, moi, la bibliothèque, j'aime pas. Je préfère travailler même dans le bruit que travailler à la bibliothèque. J'arrive pas à travailler là-bas. Je sais pas, quand c'est trop calme et tout, je sais pas, j'aime pas. Attends, arrête. Arrête, toutes les autres épreuves, c'est les mêmes. Genre, non, genre l'éco HEC, c'est le même que l'éco des autres écoles. C'est les maths. Après, ça part en maths HEC, maths ESSEC, là, ça change tout, gros. Entre maths EDEC et maths HEC, il y a un fossé, gros. Vraiment? Bah, ça dépend, genre, l'algèbre, vous faites de l'algèbre? Ouais. Algèbre, c'est de la merde, genre, pour moi. Après, Grenoble, c'est que les écoles qui prennent, genre, 2 épreuves de maths. Ah ouais. Grenoble, lui, ils prennent que EDEC. Au-dessus de Grenoble, c'est EDEC. Ils prennent EDEC et SEC 2. EM Lyon aussi. EM Lyon, ils prennent Lyon et SEC 2. Ah ouais. C'est dur, mais faut savoir prendre le rythme. Dès que tu as trouvé ton rythme de travail, ça va. Mais est-ce que toi, personnellement, tu as le temps de faire des activités à côté? Franchement, c'est chaud. À la limite, en première année, tu peux essayer de faire des trucs à côté, mais après, je pense que ça dépend de toi. Mais moi, franchement, genre, en vrai, j'ai pas de vie, là, pour de vrai. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? J'ai envie de travailler dans la finance verte. Quoi? La finance verte. C'est-à-dire, j'ai envie de travailler dans un fonds d'investissement
mais qui prête de l'argent aux entreprises qui répondent au développement durable. Parce que c'est un secteur qui me tient à cœur. Et ça rapporte? Ça rapporte. Je fais pas trop ça pour l'argent en vrai, mais je pense que ça rapporte. Est-ce que tu aurais un conseil pour comment dire ça, surtout pour les élèves qui sont en ES et qui sont un peu perdus et qui n'ont pas trouvé encore leur méthode de travail? Au terminal, je sais pas, essayer d'aller à la bibliothèque. Merci. Anne, je crois que c'est à toi. Merci beaucoup, Fabien. Enfin, c'est... On peut peut-être avoir, excuse-moi Anne, on peut peut-être à la régie avoir le visage de Anne sur l'écran, peut-être pour cet échange. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Un grand merci Fabien. Bon, moi je trouve ça très émouvant de voir ces jeunes gens tellement conscients de ce qui se passe, de ce qui se joue et dans des stratégies très fines aussi par rapport au système et aussi avec une vigueur qui vient aussi d'une conscience des choses. Enfin, c'est très, très émouvant. J'aime beaucoup ce que dit cette jeune fille qui, seule avec ses 4 garçons en train de discuter, et qui dit pourquoi se restreindre, quoi. C'est vraiment, je pense qu'elle a tout à fait raison. Bon. Écoute, c'était très intéressant de t'entendre. Je vais poser juste 2 petites questions parce que j'imagine qu'il y en a d'autres. S'il reste un peu de temps, je poserai les autres. En revenant un petit peu avant les extraits de films qui sont... je ne sais pas d'ailleurs si c'est encore possible de voir ce film. Tu nous le diras après ou tu nous donneras les coordonnées peut-être dans des documentaires, enfin des bases documentaires, de films documentaires, peut-être qu'il est possible d'y accéder. Moi, je le verrai avec un grand plaisir en tout cas. Mais disons que j'ai 2 questions à t'écouter et pour entamer la discussion, on pourra revenir sur le reste après. J'ai beaucoup aimé ce que tu nous as expliqué sur la distinction que tu fais entre les analyses sociologiques, je dirais, des années 50-60, de l'Angleterre des années 50 et la culture ouvrière comme un mode d'être à l'école qui est celui de la contestation, quelle qu'elle soit, mais comme quelque chose qui justement qui se transmet et qui est de l'ordre de comment dire, tu disais prendre sa place, enfin de l'identification finalement à une identité sociale justement dans ce mode de contestation de l'école, et la différence avec ce que tu catégorises comme étant l'amour est conduit. Et alors, je crois que je comprends ce que tu dis. Je trouve ça très intéressant de distinguer les deux et de ne pas prendre toujours les mêmes manières de comprendre ou d'interpréter des signes qui peuvent être comparables. Mais je me demandais quelque chose, si justement les manifestations de l'amour est conduit, qui peuvent être aussi de la violence et de la contestation donc de l'institution scolaire, si finalement c'est pas que chez les Anglais des années 50-60 elle s'est transformée en habitus, on peut dire, alors que chez les jeunes de banlieue aujourd'hui ou depuis 20 ans, ça n'est pas quelque chose qui va tranquillement se transformer en habitus, en une manière d'être à l'école, et finalement peut-être que ça se rejoint quand même un petit peu. Enfin, c'est juste et que c'est juste la coutume qui va transformer une réaction en une pratique traditionnelle qui se transmet éventuellement, ce qui n'est pas souhaitable d'ailleurs par ailleurs, parce que ça serait accepter la chose. Et puis la deuxième chose que je trouvais très intéressante dans ce que tu disais, c'est que finalement la différence entre les Anglais des années 50-60 et aujourd'hui, c'est que les jeunes gens croient encore dans ce que tu dis, dans l'amour est conduit, en la mobilité sociale, ce que ne font plus finalement les ouvriers des années 50-60, ou ne le souhaitent plus, ou n'y croient plus, ou qui n'a jamais existé. J'en sais rien, moi. C'est vraiment une question que... Mais en tout cas, je trouve cette comparaison donne de l'espace pour réfléchir à ces choses-là, et je t'entendrai bien encore plus à nouveau sur cette question. Puis ma deuxième question, et je me tais après, j'ai trouvé très intéressant
ce que tu disais sur les nouveaux étudiants, les classes populaires et aussi la durée des nouveaux étudiants, c'est comme, c'est un peu comme la question des générations de migrants. On dit oui, les immigrants pendant 6-7 générations, au bout d'un moment, c'est compliqué à tenir. Et je trouve que ce que tu expliquais, c'est très intéressant, mais je me demandais à quel point classe populaire convient encore. Parce qu'en lisant ton livre, je trouve qu'il y a un exemple très intéressant. Et ça, c'est des choses que j'ai croisées et vues. La notion de classe populaire, elle est aussi parfois un peu inadéquate. Il y a un exemple dans ton livre, tu parles d'une jeune femme qui veut devenir journaliste, qui est arrivée, je ne sais plus, en début d'adolescence en France, du Sénégal, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, tu me le diras. D'un pays d'Afrique, si je me rappelle bien, et dont le père est patron de presse quoi, en Afrique, et qui vient d'un milieu très, très, très favorisé. Donc, c'est sûr que l'appartement familial en France, c'est à La Courneuve, donc se joue quelque chose d'autre. Mais en fait, classe populaire, je ne sais pas à quel point c'est juste, et c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que, justement, cette catégorie-là est inadéquate quand on regarde d'un peu près. Et c'est aussi une manière de renforcer la méconnaissance, je dirais. Et on ne peut pas dire qu'une famille dont le père est patron de presse est sans armes dans la société qui est la nôtre, y compris depuis La Courneuve en France, quoi. Donc, voilà, enfin, un petit peu sur... Est-ce que c'est encore satisfaisant, classe populaire? C'est probablement pas faux, mais est-ce que c'est satisfaisant, complet? Et puis, par ailleurs, cette histoire de distinction voilà, entre amour et conduit et voilà, habitus, à quel point, à force d'être éconduit, on ne transforme pas ça en une pratique voilà, qu'on transmet même de génération en génération. Merci en tout cas pour cet exposé très intéressant. Bah merci Anne pour toutes ces deux belles questions qui sont en fait peut-être des demandes de précision surtout. Donc du coup, je vais saisir la balle au bon. Alors du coup, du point de vue technique, je ne sais pas si je dois te regarder l'écran ou regarder la salle. Donc d'accord, je regarde l'écran, mais je voudrais pas que ça passe pour une conversation. Voilà, donc j'essaierai de regarder les deux. Alors oui, c'est une très bonne question, la question de cette reproduction. Et là, pour le coup, je vais être assez catégorique. Je ne pense pas du tout qu'elle se reproduisent pour plusieurs raisons. Alors déjà cette question-là, elle était posée et à mon avis bien posée parce qu'il y a voilà, en fait c'est la question de la focale temporelle, c'est-à-dire parce que si on est dans l'habitus qui se reproduit, c'est-à-dire quelque chose qui doit durer très longtemps et pourquoi pas ad vitam aeternam. Or, c'est un peu méconnaître la dynamique des populations dans les quartiers populaires, ou dans la banlieue, ou dans les banlieues. Et je vais essayer d'expliquer. Alors, par exemple, il y a un livre qui s'appelle Cœur de banlieue, qui avait été écrit par David Lepoutre, qui était un anthropologue et qui avait écrit ce livre dans les années 90, où on connaît une approche très sur le moment, anthropologique, sur le terrain. Lui aussi, c'est un ancien prof, c'était un prof d'histoire géo, et puis il décide d'emménager à La Courneuve, et puis donc il s'appelle plus David, il s'appelle Vida. Voilà, on est dans une anthropologie et il met en évidence justement l'existence chez les jeunes, donc là on est à l'âge collégien, de ce qu'il appelle un habitus agonistique. Et il montre comment, en fait, en gros, à travers cet habitus agonistique, c'est-à-dire le conflit, et régler les conflits physiquement à travers la violence, il y a une forme de régulation à cet âge très particulier du collège. Et donc, il utilise le terme d'habitus agonistique. Donc, habitus, c'est un peu la terminologie bourdieusienne, donc voilà, comme schème de représentation et reproducteur des pratiques. Il y a cette idée de reproduction. Mais il se focalise sur cette population collège. Et à la fin du livre, il le dit assez clairement, il dit... Ce qui est assez étrange, c'est que je vois bien comment chez les collégiens, et chez les garçons notamment, cet habitus est extrêmement... en fait, il permet l'identification, il permet d'avoir un simili de place, etc. Mais moi, quand je vois les grands, qui sont plus les collégiens,
ben, en fait, cet habitus, il a disparu. Et il le dit très clairement, et il dit peut-être que je ne saisis pas l'essentiel. Enfin, en tout cas, il dit il y a un mystère. Enfin, il le dit comme ça. Il dit finalement, quand je vois les plus grands, ben, je vois d'ailleurs, très souvent, ils ont quitté le quartier, ou alors quand ils y habitent, ils n'y travaillent pas. Et donc, il s'est joué autre chose. Et c'est toute la thématique de l'intégration entre guillemets, avec tous les guillemets de rigueur. Et finalement, en fait, cet habitus ne régule absolument plus leur relation. Donc ça, c'est le premier point. Et dès les années 90, il le voit. Et en fait, il faut bien voir la question de la dynamique de population. Quand on dit en fait que les banlieues sont de plus en plus pauvres, de plus en plus non blanches, etc., d'une certaine manière, c'est vrai. Mais pourquoi c'est vrai et du coup qu'on en fait une description assez fixiste et que l'idée de la violence et de cet habitus de la violence viendrait avec cet imaginaire fixiste. Mais déjà, il y a un problème de plus en plus. Si on est dans de plus en plus, c'est qu'il y a un mouvement. Il faut bien voir, et ça c'est une particularité. Par exemple, tu es aux États-Unis, c'est très différent. La logique des inner cities aux États-Unis n'est pas du tout la même que la logique des banlieues en France. Et en France, les banlieues sont à la fois un sas et à la fois une nasse, en fait. Et donc, pourquoi, en fait, ce sont des lieux qui deviennent qui concentrent de plus en plus de difficultés sociales et qui sont de moins en moins blanches? C'est parce que, en fait, quand vous réussissez, entre guillemets, économiquement ou socialement ou scolairement, c'est-à-dire quand vous êtes dans une trajectoire d'ascension, ça se matérialise la plupart du temps par une trajectoire résidentielle, en fait. Et vous quittez le quartier. Et quand vous quittez le quartier, les familles qui quittent le quartier sont remplacées par des familles, en fait, qui sont encore moins dotés que ceux qui... Et donc, cette logique de l'aggravation, et donc, du coup... Il n'y a pas d'habitus intégrateur. De ce point de vue-là, il faut vraiment penser la question de la dynamique en fait, des banlieues françaises à travers ces deux facettes. Et ce qui fait aussi, du coup, que, effectivement, il y a une aggravation d'un certain nombre de problèmes, mais qui est liée au fait qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Et quand on regarde les chiffres, les statistiques, elles sont très très claires. Il y a quasiment autant de gens qui partent que de gens qui restent. Mais pour ceux qui restent, c'est encore plus dur parce qu'ils ont vu d'autres personnes partir. Puis un autre élément pour vraiment étayer ça, cette idée de l'amour est conduit, c'est que c'est la question de la temporalité, même chez ceux qui restent. C'est-à-dire, moi je l'ai vraiment perçu en enquêtant avec des jeunes qui vieillissent, quoi. Et les jeunes qui vieillissent, alors, dans Loyauté radicale, qui est un autre livre où justement je m'intéresse beaucoup justement à cette question de la violence, de l'économie parallèle, etc. Et donc à ces trajectoires de jeunes garçons qui restent durablement dans la violence. Alors, enfin, dans la violence, je vais un peu vite là, mais en tout cas dans la délinquance, qui ont quitté l'école et qui ont été très très fâchés avec l'école. Alors déjà, il y a cette image aussi fixiste de la délinquance juvénile, mais elle est fixiste parce que aussi il y a autant de flux. C'est-à-dire qu'en fait, rester un délinquant toute sa vie, c'est très rare. Et pour le coup, la petite partie des garçons qui restent délinquants à l'arrivée de la trentaine, ça forme des personnalités, des subjectivités tout à fait particulières. Et bon, c'est quasiment un autre sujet, mais on parle d'une infime minorité. Et en fait, et notamment, c'était très clair dans des lieux où je n'avais pas été l'ancien enseignant de mes élèves. C'est-à-dire que quand vous enquêtez sur vos anciens élèves, bon, il y a une familiarité, il s'est joué des choses entre nous qui fait que voilà, les relations se transforment, on se dit les choses, etc. Mais par exemple, moi, sur la question du vieillissement, notamment dans une ville où j'ai beaucoup enquêté, dans l'Essonne, où voilà, j'avais pas de passif ou de passé à l'école avec les jeunes. En fait, notamment avec des jeunes, et j'insiste, qui font beaucoup de prison, qui passent par des trucs de violence très très fortes. Moi, je me présente comme quelqu'un qui écrit des livres, qui s'intéresse à leur trajectoire, qui a été un ancien prof, etc. Et s'il y avait un habitus anti-establishment, anti-école, je ne peux pas me présenter comme ça et ça ne marcherait pas et j'aurais été très très mal reçu. Là, je vais un petit peu vite, on n'entre jamais dans un terrain comme ça, et je me suis rendu compte que dans la relation d'enquête avec ces jeunes-là, et je parle vraiment de jeunes qui ont quitté l'école à 16 ans et
qui sont encore dans des trajectoires prison-quartier, prison-quartier, en fait, je me suis rendu compte, mais après coup, que dans nos dialogues et dans la relation d'enquête, se rejouait au fond la scène scolaire. C'est comme si moi je rejouais le prof que je n'avais pas été, mais parce qu'aussi quand on est prof, on est mu par des idéaux, on a envie de sauver tout le monde, enfin je ne sais pas si c'est les bons termes, on a envie de donner, on a envie d'accompagner, etc. Et je me suis rendu compte que peut-être je rejouais un peu ça, mais à un endroit différent. Mais ce qui était très très clair pour ces jeunes-là, c'était de rejouer quelque chose avec quelqu'un qui est estampillé comme un prof, qui écrit des livres, et avec un intérêt pour toutes ces choses-là. Et je n'ai pas le temps de détailler, mais un intérêt véritable. Et puis, ce qui est encore plus flagrant, c'est de voir ce type de jeunes devenir moins jeunes, et notamment quand ils sont parents. Alors, c'est l'investissement à fond sur l'école. Et combien de fois j'ai vu de jeunes qui ont eu ce passé de délinquants très très fort, quand ils ont des enfants, ils les mettent dans le privé, quoi. Il les met dans le privé en se disant, à tort ou à raison, on peut en discuter, mais en se disant, voilà, moi j'ai raté parce que j'étais dans le public, je veux, l'école c'est important, je paye. Et je parle de gens qui payent pour de l'école alors qu'ils n'ont pas des hauts salaires. Donc voilà, ça c'est des petits éléments qui permettent c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans l'amour est conduit et pas du tout dans un habitus durable, parce qu'il n'y a pas de... C'est pour ça aussi du coup que l'image de la banlieue comme contre-monde, comme... Non, c'est pas un contre-monde qui intègre par opposition. Derrière l'opposition, il n'y a rien. Il n'y a que de la concentration, de misère économique, de misère sociale. Et ça n'intègre pas. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le détail cette concentration, on voit bien qu'on est très très loin du schème culturaliste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de micro-différenciation entre les individus. En fait, d'une certaine manière, plus vous êtes en bas de l'échelle sociale, plus vous êtes stigmatisé. C'est des vieux trucs de sociologie, mais plus vous produisez, en fait, vous cherchez à vous distancier en fait d'autrui. Donc on n'est pas dans quelque chose qui... Et puis un autre élément aussi, donc je donne beaucoup d'éléments, mais je pense que c'est important d'étayer des choses, c'est que, alors notamment, alors pour tout un tas de raisons qui sont liées à la socialisation genrée, mais les filles réussissent plus que les garçons, je dirais à milieu social égal, pour tout un tas de raisons. Et il y a vraiment une fierté en fait quand les filles réussissent à l'école et quand elles quittent le quartier. C'est-à-dire en fait, quand elles quittent le quartier et qu'elles reviennent et qu'elles parlent aux garçons qui sont restés dans le quartier, elles ne sont pas en train de cacher qu'elles font des études, qu'elles vont dans des endroits bourgeois, par exemple. Il y a même cette manière, tu nous représentes, quoi. Et donc ça, je pense que ça en dit assez long aussi sur cette place, en fait, dans la société. Et puis, ta deuxième question, elle était reliée sur... La notion de classe populaire. Oui, alors oui, là je vais vite et je suis assez d'accord, c'est-à-dire que c'était pour aller vite et justement, oui, avec les trajectoires migratoires déjà, là l'exemple de cette jeune fille, donc c'était Sénégal, il est tout à fait juste et donc dans la postface du bouquin où je suis revenu sur où sont ces jeunes qui sont plus trop jeunes maintenant, elle est devenue journaliste, quoi. Et donc voilà, le capital va au capital et donc et je dirais un peu plus loin, c'est-à-dire que ce qu'on voit et c'est l'intérêt du suivi biographique, c'est que même comment dire, à CSP égal, c'est-à-dire à gros paquet de classe sociale à peu près égal, on voit que ce qui permet de comprendre des trajectoires d'ascension sociale, c'est plein de petits capitaux cachés qui n'apparaissent pas dans les gros agrégats, mais qui font des différences. Il y en a de multiples, ça peut aller de la fratrie, un truc très simple, vous avez une fratrie où vous avez une grande sœur, c'est le cas typique, qui a fait des études, ça ouvre très souvent la voie aux garçons, parce qu'il y a des effets de socialisation. Par exemple, dans le film Brandon, que vous avez vu, qui est le garçon qui dit à quel point il ne peut pas travailler dans une bibliothèque, et puis 3 ans après, qui conseille aux lycéens qu'il était lui-même d'aller à la bibliothèque. Bon, lui, il a des sœurs, quoi. Il a des sœurs qui ont fait des études, et déjà, ça explique beaucoup de choses. Il disait aussi une chose qui m'a frappée, c'est qu'il voulait être en internat. Ça dit quand même quelque chose aussi, quelque part, de se couper de son environnement familial pour pouvoir en sortir. Voilà, de se couper, d'être aussi enveloppé en fait d'une certaine manière. Et ça c'est important sur la question de la transmission, c'est-à-dire que parce que dans le mythe un petit peu de la méritocratie ou de l'égalité des chances, qui est voilà, quelque chose de très individualiste, l'idée qu'on s'en sort à la force du poignet, qu'on s'en sort tout ça, c'est très faux. Enfin, sociologiquement, si vous regardez dans le détail toutes les trajectoires d'ascension sociale, on s'en sort jamais seul. C'est toujours par les collectifs, par des alliés qui à un moment donné vont vous permettre justement de vous déplacer, par des rencontres. En fait, c'est un topos alors mais
tous et toutes les récits d'ascension sociale, de ce qu'on appelle les transfuges de classe aussi aujourd'hui, etc. Même dans la littérature, il y a toujours ce truc de la rencontre. Hein, le fameux Monsieur Germain de Albert Camus. Hein, une régularité comme ça aussi forte, c'est une régularité sociologique. Et derrière ces rencontres, au-delà de... c'est pas la simple belle rencontre, derrière ça, c'est la question de l'appui, la question du changement de regard qui est porté sur vous, la possibilité de pouvoir dire certaines choses à certaines personnes pour se déplacer, enfin on pourrait en parler longtemps, mais tout ça en fait c'est social. Hein, et donc voilà, donc classe populaire, oui c'est un gros agrégat qui c'était pour aller vite, mais je suis d'accord, il faut repenser tout ça. 10 minutes, peut-être que s'il y a une ou deux questions dans la salle. Alors oui, je vois qu'il y a une question là au deuxième rang, tout de suite. On va vous donner un micro. Bonsoir, merci pour nous avoir montré cette vidéo. Vous m'entendez bien? Parce que ce masque est un peu particulier. Oui, non, on vous entend. Donc, mais ce que je remarque chez les élèves que vous avez filmés, c'est qu'ils n'ont pas, qu'on appelle ça, d'accent. Je crois qu'ils s'assimilent en fait. On sent qu'ils sont à la recherche de l'assimilation. Ils veulent accéder à des écoles les plus courues. Et ils ne sont pas, comment dire, scotchés à une identité africaine. En fait, on sent vraiment chez eux qu'ils veulent se fondre dans la masse et réussir. Donc c'est pas cette impression que donnent les médias. Les médias disent issus de l'immigration, donc c'est des comment je pourrais dire, en fait ils ne sont pas en fait ils veulent se fondre dans la masse. C'est l'impression que j'ai eue en regardant le documentaire, les extraits de documentaire. Donc est-ce qu'il n'y a pas est-ce que dans les médias il n'y a pas une espèce de propagande anti-descendants d'Africains, en fait. Et est-ce qu'eux ne le ressentent pas et ils essayent de passer outre et donc ça marche, quoi. Ou ça marche pas, je ne sais pas. Oui, alors vous posez d'une certaine manière la question alors l'intégration entre guillemets par le langage, la question de l'identité, et moi je préfère plutôt parler d'identification, et en fait finalement la question des cases, parce qu'en fait, alors là aussi c'est des extraits, c'est-à-dire que même s'ils étaient assez longs, d'une certaine manière ils sont sortis un peu d'un contexte un peu plus général, parce que moi ce qui m'intéressait dans ce film-là, c'était justement de montrer qu'il y avait des identifications différentes. Alors peut-être qu'il y avait un élément, et j'avais laissé l'extrait aussi long pour que vous le sentiez, mais je ne sais pas si vous l'avez senti, mais avec Brandon, par exemple, donc, qui est le garçon dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, vous faites sans doute référence au passage où ils discutent sur les grandes écoles, etc. Là, on a l'impression qu'ils sont tout à fait, comment dire, dans les canons de ce qu'attend en tout cas l'école, enfin, quand bien même ils questionnent un certain nombre de choses, la question des inégalités elle est très très émergente, mais si vous voyez un petit peu avant, ils parlent aussi des grandes écoles avec un copain, mais là ils sont en survêtement, ils sont dans le métro, si vous prêtez attention aussi en langage, c'est pas du tout le même rythme de parole, le même champ sémantique, là ils sont entre guillemets entre eux, et je vais être un peu caricatural, etc., mais là ils sont en mode wesh wesh, et ils parlent beaucoup plus en verlan, et on voit bien en fait la
mobilisation de deux formes de langage très différents qui sont liées en fait à la scénographie et à des scènes très différentes. Et il y a du réel dans les deux. C'est-à-dire les deux scènes ne sont pas moins justes l'une que l'autre. Mais ce qu'on arrive à voir ici, c'est que alors je vais peut-être faire plaisir à Anne parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup aux États-Unis, mais c'est l'idée du code switch, hein, de passer alors on a du mal à traduire ça en français, mais de passer d'un code à l'autre, etc. Et en fait, ces jeunes, d'une certaine manière, malgré toutes les difficultés, malgré le fait que sur la ligne de départ, comme ils le disent, ils sont peut-être pas tous au même endroit, et c'est ça l'intérêt de les suivre pendant longtemps. En fait, ils sont aussi riches finalement d'être brassés dans des univers sociaux et langagiers différents. Et donc, en fait, ils passent en fait de l'un à l'autre. Et j'aurais pu montrer d'autres scènes, mais que j'ai pas montré là, hein, où on est dans un univers plus africain, entre guillemets. Par exemple, Amine, que vous voyez assez rapidement, qui est le garçon qui est super content parce que même s'il a 4, il s'en fiche, il a fait une disserte de philo. Ça en dit long aussi beaucoup sur le rapport à l'intellectualité. Enfin, là, c'est juste après le bac. Mais lui, par exemple, on l'a beaucoup filmé pendant le Ramadan, le soir, chez lui, Angela Bar, et puis vraiment dans quelque chose de très lié à l'histoire migratoire de sa famille, etc. Et le problème, si vous voulez, et je viens sur la question des médias, c'est quand on veut avoir... En tant que sociologue, quand vous avez accès à tout ça, vous comprenez très vite que la question, c'est la question des identifications et pas la question de l'identité figée. Et le problème, dans la plupart des sujets médiatiques ou des débats médiatiques, c'est qu'on cherche à mettre les gens dans des cases. Et moi, j'aurais pu faire des films, mais très différents, si j'avais un agenda un peu politique, avec ce que j'ai filmé avec les jeunes. J'aurais pu faire un film complètement à charge et vous montrer comment vous avez des jeunes qui sont que en mode wesh, qui sont musulmans, qui prient chez eux, et vous pouvez faire un montage d'1 heure qui ne montre que ça. Vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, ça en dit long aussi sur la structure en fait du discours médiatique, parce que aussi ces images très stéréotypées, c'est très souvent ce qu'on donne en premier, ce que les jeunes donnent en premier quand les médias arrivent, mais de manière assez prédatrice. Et quand je dis ça, je ne porte même pas de mauvaises intentions aux journalistes. Il y a des journalistes qui essayent de faire bien leur travail, mais quand vous avez une journée pour faire un reportage et pour trouver des images et que vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas et que vous arrivez avec une caméra, il y a un effet caméra qui se joue et on vous donne certaines choses devant la caméra et très souvent on vous donne ce que vous êtes venu chercher même si vous ne savez pas que vous êtes venu le chercher. Et ce qui m'a permis d'avoir accès à ces moments très différents, c'est la temporalité. Mais la réalité, elle est dans cette pluralité qui est pas complexe au fond. Elle est nuancée et contextualisée. C'est pas pareil que la complexité. Le problème, c'est que dans la production de discours et d'images médiatiques, et ça c'est je dirais le champ de production médiatique et de production des images qui empêche d'une certaine manière d'avoir accès à cette nuance, fait qu'on est abreuvé de ces représentations et du coup c'est binaire, hein, on est intégré ou on n'est pas intégré. On parle le langage châtier de l'école ou le langage du bled, par exemple, ou le verlan du quartier. C'est pas le même. Non, on se balade en fait. Et ça, c'est la réalité. Donc voilà, il y a ces dimensions-là. Bon voilà, moi en tant qu'ethnographe, j'essaye en fait de montrer et du coup, c'est aussi refuser les boîtes, parce que refuser les boîtes, c'est aussi refuser le jeu de l'enquête, parce que le jeu de l'enquête, c'est aussi se laisser, surprendre par des choses qui peuvent a priori paraître surprenantes, mais ces a priori, ils sont construits par les images en fait qu'on a et qui sont en grande partie, produits par le langage médiatique aussi. Une autre question dans la salle ? Alors, moi, j'en ai une. C'était par rapport à justement à la question de la représentation de soi et la question du retour après les voyages que vous avez effectués là au Vietnam et en Nouvelle-Calédonie. Vous expliquez que
tout à coup, étant parti dominant, il s'était retrouvé dans la position du français, etc. Et voilà, le retour après est-ce qu'il y a une transformation, est-ce qu'il y a un déplacement intellectuel, etc. Qu'est-ce que vous avez pu étudier ? Oui, alors le déplacement, il est forcément très très fort, et du coup je vais rebondir sur les graines. Donc vous avez vu Brandon, le garçon là qui s'est transformé tous les 2 ans. Là. Alors oui, là ça m'a frappé très récemment. Alors déjà, pour moi, en fait, si je parle à mon niveau, ces 2 voyages, très longtemps, j'ai pas su quoi en faire, parce qu'en fait, ils m'avaient aussi personnellement énormément déplacé, et j'ai mis du temps à comprendre que, en fait, ça m'avait déplacé à un point que c'était la littérature, en fait, qui me permettrait de traiter ces sensations, ces émotions, beaucoup plus que les sciences sociales. Donc, voilà, moi, ça m'a affecté, ça m'a déplacé, et ça a des conséquences très concrètes, puisque je suis allé vers autre chose que les choses que je savais faire ou essayer de transmettre. Et puis, alors sur les jeunes, ça a été très frappant. Alors la semaine dernière, puisque le livre est paru la semaine dernière, et donc j'avais un peu perdu le contact avec les jeunes. Enfin, on s'appelle les Vietnamiens et les Calédoniens, c'est le nom qu'on se donne par rapport aux personnes les personnes qui ont partagé ces voyages-là. Et donc, je les avais pas vus depuis plusieurs années en fait, et pour le jour de la sortie, on avait organisé une rencontre dans la librairie de Saint-Denis, et c'était assez émouvant de voir. Alors déjà, ce qui m'a surpris, c'est les corps qui avaient vieilli, qui avaient changé, mais surtout de voir l'impact en fait de ces voyages que j'avais pas cherché pour le coup à travailler. Moi, j'ai voulu travailler de manière littéraire l'instant, en fait, ce qui se joue dans le moment, dans la jungle, sous les arbres, etc. Et là, il y a beaucoup de jeunes qui ont voulu prendre la parole, en fait, pendant cette présentation dans la librairie. Je vais vous donner des petites vignettes comme ça, enfin ethnographiques, c'est même pas de l'ethnographie, c'est ce qui s'est passé ce soir-là, mais qui en disent déjà très très long sur le déplacement. Alors déjà, le premier jeune qui a pris la parole, il avait fait un discours très émouvant sur à quel point ça l'avait changé. Il a parlé longtemps, mais il y avait 2 choses qui l'ont beaucoup marqué. La première chose, c'est d'avoir de la relativité sur ses propres souffrances. C'est-à-dire que voilà, il habite à Saint-Denis, il subit le racisme, tout un tas de choses, mais il se dit finalement, peut-être que je me plains trop, et avoir d'autres situations, eh bien, peut-être que, alors c'était un petit peu ces mots, mais peut-être que finalement, il faut que j'arrête de me plaindre. Alors, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, c'est même pas la question, mais vous voyez, subjectivement, il me dit à partir de ces voyages-là, j'ai changé un petit peu de façon de regarder en fait ma condition ou mes impossibilités, etc. Parce qu'en fait, j'ai vu autre chose. Alors ça, c'est quelque chose qui... Et la façon dont il en parlait, c'était tellement... et c'est pour ça que je parle de graines aussi tout à l'heure, c'est-à-dire pendant le voyage, c'était un des jeunes dont on avait le sentiment, et je me souviens des discussions que je pouvais avoir avec les profs, il ne donnait pas le sentiment d'absorber ce voyage-là. C'est-à-dire pendant le voyage, il y a plein de moments où il était un peu pénible, il y avait une petite scène où donc c'était au Vietnam, ils prennent des scooters, ils n'étaient pas censés prendre des scooters, etc. Et puis ils commencent à faire des roues, donc on a l'impression de retrouver le garçon du quartier qui fait du wheeling et on se dit bon, t'es parti au Vietnam pour faire des roues. Enfin, c'est les profs qui disaient ça. Moi, c'était pas tout à fait j'étais à un autre endroit. Mais il y avait cette idée de se dire bon lui, il n'a pas l'air de profiter du voyage. Et au fond, il rendait ça à ce moment-là, mais de le voir 3 ans après, de dire ce qu'il a dit sur cette transformation, c'était assez beau. Il y avait aussi un garçon, alors je l'ai un petit peu dit, j'ai parlé d'un match de foot qui s'était pas bien passé à un moment donné. Bon, sans tout être trop long ni tout dévoiler, mais il y a le match France-Vietnam, à un moment donné, ça passe pas bien parce qu'un des garçons, garçon recréé dans le texte littéraire qui s'appelle Sadio dans le texte, fait un tacle mais assassin qui vaudrait un carton rouge, surtout, vraiment un truc, comme on dit, du sale, quoi.
Et donc ça se passe très mal parce qu'en fait, il tacle en voulant faire mal au meilleur joueur de l'équipe d'en face, mais parce que voilà, la France n'arrive pas à gagner le deuxième match. Et ça provoque tout un... Voilà, ça se passe mal, voilà, le match n'a pas failli ne pas se terminer, ça se passe très très mal. Et puis, bon, je détaille pas, mais c'était resté entre nous, quoi. Puis moi, j'étais le capitaine de l'équipe. Le Vietnam, c'est aussi mon demi-pays, entre guillemets. Enfin voilà, ça avait été un moment un peu dur entre nous, ce moment-là. Et puis on n'en a jamais reparlé. Après, enfin, on a parlé, on l'a traité dans la journée. Puis après, le voyage s'est poursuivi. Et puis on est resté quelques années, moi avec ça et lui avec ce moment-là, et qui pour moi j'avais eu l'impression que c'était aussi passé comme ça, puisqu'après tout des tacles de cette manière-là, il en a fait d'autres. Et puis on ne s'était pas vu depuis quelques années, il vient à la table de la librairie, il avait acheté le livre. Alors en termes de déplacement aussi, hein, c'est la première fois que j'achète un livre dans une librairie. Bon ben voilà, il s'est passé des choses. Et en fait, il m'a tout de suite dit, je tiens à m'excuser pour le foot, tu te souviens. Et enfin voilà, c'était resté très, très fortement en lui. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est, tu te souviens, le foot, etc. Et j'étais immature, je le referai plus jamais, j'y ai vachement réfléchi, et en fait je voulais m'excuser. Alors que bon, moi je lui demandais pas d'excuses, mais vous voyez, c'était resté en lui, c'était resté en moi, et on en a fait des choses. Et donc bon voilà, et c'est vrai que ces voyages-là, tout est magnifié en fait par le déplacement, donc c'est des expériences qui nous ont tous et toutes marqués. Mais c'est vrai que alors, ce prof qui organise ces voyages-là, lui a remarqué que dans la cohorte des jeunes en fait qui ont comment dire voyagé avec lui, en fait, il y en a beaucoup qui aujourd'hui vivent à l'étranger en fait, et pas préciser, s'il y avait besoin de préciser, dans le pays de naissance de leurs parents. Et donc on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même eu un effet sur l'idée de voir le monde peut-être un petit peu plus grand que ce qu'il ne peut être à prime abord. Si. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de l'amour est conduit. C'était pour savoir comment vous voyez... Excusez-moi, je ne vous vois pas en fait. Ah pardon, je suis ici. Debout, oui. Ah, faut que je me mette debout. Ah oui, d'accord, oui, on ne voit rien du tout au milieu. Vous parlez de l'amour est conduit, c'était pour savoir comment vous voyez ça, comment vous voyez l'évolution, parce que vous avez traité ça sur plusieurs années, ça veut dire, est-ce que c'est en train de progresser, justement, ce phénomène-là, ou pas, et comment faire aussi comment faire quand les classes sont de plus en plus surchargées, que du coup, pour créer du lien avec ses élèves, il faut du temps, il faut de l'amour. Du coup, c'est compliqué. Et comment, justement, vous voyez ça du côté prof? Ouais, alors il y a beaucoup de questions dans vos questions. Alors, pour répondre déjà oui, là, la question du nombre de personnes en classe, c'est décisif. C'est-à-dire qu'en fait, si vraiment on prend au sérieux la proposition qui est de dire on donne la même chance à peu près à tout le monde, à l'école, etc., à un moment donné, quand il y a une telle concentration de jeunes qui sont moins dotés socialement et culturellement, pour répondre à ce que demande, en fait, à la fois explicitement, mais très souvent, très implicitement, l'école, la question du nombre, elle est fondamentale. Elle est absolument fondamentale, et il est clair que parce que aussi, par exemple, les travaux en sociologie de l'éducation montrent très bien, par exemple, sur la question de la mixité sociale à l'école. En gros, pour synthétiser, pour aller très très vite, la mixité sociale à l'école, c'est neutre chez les élèves bien dotés, c'est-à-dire ça ne tire pas trop vers le bas, mais c'est très favorable en fait pour les jeunes qui sont moins bien dotés. Et donc, quand vous n'avez pas ce phénomène-là, la seule façon entre guillemets de contrer, c'est effectivement, vous l'avez très bien dit, d'avoir du temps, et aussi enfin, je suis content que vous utilisiez le terme de donner de l'amour.
d'amour. Ça paraît mièvre et un sociologue qui parle d'amour, c'est peut-être... mais non, c'est parce que c'est le regard. C'est aussi... Et ça, j'insiste vraiment dessus. C'est-à-dire que moi, dans toutes les relations pédagogiques que j'ai eues, on peut partir de très très loin, du point de vue scolaire, du point de vue rapport à l'institution, mais dès qu'on peut mettre en place les conditions d'un regard où il y a, alors on peut appeler ça comme on veut, de l'amour, de l'empathie, de la considération, mais en fait de prendre l'élève là où il est, à l'endroit très précis où il est, et sans qu'il y ait ni sanction, ni mépris, enfin, et toutes ces choses qui peuvent aussi être très très, comment dire, c'est pas des histoires d'idéologie, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, vous parliez des profs, aussi un des gros problèmes, à mon sens, dans la relation prof-élève dans les quartiers populaires, c'est quand même l'absence de formation en sciences sociales et particulièrement en sociologie du corps enseignant. Et ça, en fait, au fond, c'est dingue. C'est vraiment dingue parce qu'on a beaucoup de connaissances sur les jeunes de quartiers populaires, etc. Mais le mode statistique, c'est que vous avez des enfants qui sont plutôt issus de milieux favorisés, qui ont plutôt été de bons, voire de très bons élèves, qui ont fait de longues études, qui se retrouvent en face et qui se retrouvent sommés de transmettre ce qu'ils ont appris, mais dans des conditions sociales et scolaires tout à fait particulières qui ne sont absolument pas les conditions de leur exercice du métier. Et ça, pour le coup, c'est très violent, en fait. Si on n'est pas armé, si on n'est pas préparé. Et là, il y a très souvent des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez aussi parfois beaucoup de frictions et de choses qui ne se passent pas très bien, mais qui sont liées au fait que, en gros, on a plein d'enquêtes sociologiques qui le montrent, hein, vraiment. Donc c'est toujours terrible de se dire qu'on a des connaissances et que ce n'est pas politiquement, comment dire, appliqué. Mais c'est dire que voilà, en fait, comme les enseignants fantasment les élèves qui eux-mêmes ont été, ben, en fait, ils font plein d'erreurs, entre guillemets. Quand je mets d'erreurs, c'est pas du tout pour jeter la pierre sur les enseignants, c'est pas du tout ça. Mais parce qu'en fait, ils n'ont pas exactement compris à qui, en fait, ils parlaient, ils transmettaient, et des choses qui peuvent être, j'en parle assez souvent, ça, mais des choses qui peuvent être vécues comme de l'affront, de la défiance, voire vraiment comment dire, du foutage de gueule, comme on pourrait le dire de manière peut-être plus simple, sont parfois des témoignages d'intérêt, en fait. Et c'est juste que du point de vue social, ça s'exprime de manière voilà, où on produit de fortes incompréhensions. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est quand même très très importante. Et puis, est-ce que ça progresse, est-ce que ça progresse pas? C'est très difficile, on n'a pas vraiment de comment quantifier les choses. Je pense vraiment, en tout cas, quand on regarde les statistiques, il y a vraiment le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Et je pense qu'il faut vraiment voir les deux sur le rapport voilà, sur ce que fait l'école ou ce qu'elle ne fait pas. Et le verre à moitié plein aussi, on peut le voir hein, dans mes enquêtes. Et il est aussi, on en parle tellement peu, c'est-à-dire que, pour reprendre faire le lien entre les différentes questions, mais dans la nouvelle édition de Jeunesse française, donc dans la postface, on est voilà, donc ces jeunes ne sont plus vraiment des jeunes, ils sont installés dans la vie active, etc. Et ils sont vraiment très, 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 très intégrés. Alors je mets tous les guillemets de rigueur, mais voilà, en fait, ils sont pleinement dans la société et avec rien de, comment dire, d'exceptionnel, entre guillemets. Mais ce qui est terrible avec cette question des représentations médiatiques, c'est que on en soit amené à penser que c'est exceptionnel, parce que cette représentation, elle n'émerge pas. Et pourtant, elle est là. C'est-à-dire que autant, j'ai dit tout à l'heure, hein, que dans le cœur des classes, enfin au sens la salle de classe, hein, il y a de moins en moins de mixité sociale, mais aussi d'une certaine manière, et c'est pour ça que tous ces discours fixistes, et je vais pas, mais vous voyez bien l'état du débat pour la présidentielle, etc., et les représentations qu'on a d'une partie de la population. Bon, bah, il y a plein de travaux qui montrent sur la cartographie électorale que les discours les plus extrémistes et qui mobilisent le plus de clichés négatifs
sur la banlieue, dans les intentions de vote, c'est dans les endroits où on a en fait statistiquement le moins d'étrangers, parce que en fait ces discours jouent sur les décalages, sur la peur, et il y a plein de Français qui ont une expérience professionnelle de la banlieue parce qu'ils ont des collègues en fait qui n'habitent plus en banlieue mais qui ont grandi en banlieue. Et ça, c'est aussi une réalité de la diffusion de la banlieue entre guillemets dans l'espace français, mais même dans l'espace culturel. Regardez la musique, regardez le genre numéro 1 qui est en train de devenir un genre de variété, c'est le rap. Et donc, voilà, on pourrait en parler pendant longtemps, mais il faudrait regarder ces productions culturelles pour voir qu'elles sont pleinement dans le pays. Regardez les personnalités préférées des Français, des Françaises. Omar Sy, il truste tout le temps le haut du pavé. Bon, alors ça veut dire aussi que ces jeunes, ils sont là, pleinement là dans la société. Il y a quand même un gros problème de décalage de discours médiatique et politique de ce point de vue-là. Et je vais m'arrêter. Voilà, voilà, je suis désolée Fabien, il est 20h15, voilà, on va devoir arrêter. Je ne sais pas si Yann, vous voulez annoncer la prochaine. Donc rendez-vous le 9 mars pour la deuxième partie de ce cycle. On commencera à parler de la transmission par le corps. Merci à tous, très bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.